Vous parlez souvent du RDPC? Moi, pourquoi vous voudrez que je parle du RDPC avec un RDPCiste pour lui dire quoi? Je peux parler du RDPC, mais seulement pour dire ce que j'en vois. Oui. Pour moi, le RDPC, c'est simplement l'UNC. L'UNC repositionné dans un... Et lui, il pense quoi, le professeur Ouna, quand vous lui dites ça? Ben, il faut lui demander. Si vous voulez savoir ce qu'il pense, invitez-le, il va vous dire ce qu'il pense. Moi, je vous dis ce que je pense. On va l'inviter. Invitez-le, s'il accepte de venir, il vous dira ce qu'il pense du RDPC. Pour moi, c'est une expérience globalement, finalement malheureuse. Oui. Parce qu'en réalité, le RDPC était censé instituer un autre esprit, un autre esprit politique au Cameroun. Et finalement, on constate que même s'il a pu, dans certaines conditions, promouvoir des chemins d'ouverture, il n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Il a conservé l'esprit de monopole, l'esprit du parti unique, l'esprit de l'unanimisme et l'esprit surtout du culte de la personnalité, où il y a véritablement la célébration permanente du chef. Voilà. Et moi, je suis contre ces choses parce que je pense que c'est l'un des grands problèmes de l'Afrique. Je ne parle pas que du Cameroun. C'est l'un des grands problèmes de l'Afrique. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais de respecter les chefs. Il n'est même pas mauvais de les célébrer, mais pas au point que les chefs soient au-dessus des institutions qui conduisent la société. Chaque fois qu'on se retrouve dans de tels modèles, il faut vraiment un miracle pour avoir toujours des chefs qui puissent conserver la lucidité. Ce n'est même pas possible, parce que le pouvoir, c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est quelque chose qui, à la fois, peut vous permettre d'agir, d'organiser, de modeler les choses, mais c'est quelque chose également qui peut vous modeler, vous façonner dans le sens négatif, c'est-à-dire vous saisir, et vous saisir dans un sens où vous allez devenir fou et corrompu. Donc c'est quelque chose qui est très dangereux, et voilà pourquoi dans l'histoire du monde, un certain nombre de sociétés ayant expérimenté la dangerosité des pouvoirs ont construit de plus en plus des mécanismes pour essayer de domestiquer la part dangereuse du pouvoir et profiter de ce qui, dans cette structuration, peut aider la collectivité à avancer. Voilà pourquoi je suis contre toute logique qui relève de ce que j'appelle le gouvernement perpétuel. Et en des termes d'ailleurs plus compliqués, le centralisme principataire, c'est-à-dire un système où vous avez un chef qui à lui seul est un État. C'est un peu ce qu'un politologue ivoirien, bénino-ivoirien, mort, Tessi Bakary, appelait à propos de la Côte d'Ivoire l'État-président. Ce qui a l'origine... Autant d'Houphouët-Boigny, mais c'est un système qui continue à structurer l'histoire de la Côte d'Ivoire, même après la crise post-électorale de 2011, et qui va continuer à créer des problèmes à la Côte d'Ivoire. Or, ce type de structuration existe aussi dans d'autres pays africains, notamment au Cameroun. Et à mon avis, ça peut produire des effets extrêmement négatifs pour le Cameroun. Voilà pourquoi je ne suis pas trop en faveur de cette logique. Docteur Ouna-Guinée, je vais revenir un peu aux jeunes, Mathias Thierry Ouna-Guinée. Oui. Comme j'ai dit, votre père, le professeur Ouna, il a été ministre de l'Éducation nationale, la santé publique, jeunesse et sport, contrôle supérieur. C'est pas moi qui l'ai nommé. Oui, on sait. Je suis en train de dérouler ministre de l'enseignement supérieur, secrétaire général adjoint à la présidente, secrétaire général à la présidente. Oui. Docteur Ouna-Guinée, lorsque on commençait à lire on déroule le gouvernement là. Oui. Comment vous sentiez-vous? C'est-à-dire? Quand on lit les noms, c'est-à-dire il y a un nouveau gouvernement. Oh, ben, ça vous attendez comme vous attendez un résultat? Le papa va bouger? Bon, peut-être, mais c'est tout à fait normal puisque je suis son fils. Mais bon, après un certain moment, voyant comment ça se passe, je me demande même si cette affaire-là est vraiment utile. Quoi ça? Oui, ben, c'est-à-dire, moi je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans,
comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc vous ne voulez pas que votre père occupe tant de postes? Laissez-moi continuer. Moi, je pose des problèmes de principe, je ne pose pas des problèmes d'individu. Oui. Comme mon propre père, en l'occurrence. Mais que ce soit lui ou un autre, ça ne change rien. Oui. Je crois que de tels systèmes ne sont ni utiles, ni sérieux. On peut, sur des périodes plus courtes, permettre à ceux qui ont des fonctions de direction politique à exercer, d'être plus efficaces, précisément parce qu'ils savent qu'ils ont un temps limité. Oui. Et on peut organiser nos systèmes institutionnels de telle manière que dans ce temps plus court, on leur donne plus de moyens d'avoir un impact positif et sérieux sur le cours de notre société. Voilà pourquoi moi, ce genre de système ne m'intéresse pas. Parce que même si vous avez des personnes talentueuses, brillantes, ayant même une certaine orientation morale, pour le dire simplement, bon cœur, dans un tel mécanisme, il y a toutes les chances que ces personnes soient perverties par les systèmes d'intérêt qui se cristallisent évidemment chaque fois qu'il y a un pouvoir, un ordre de pouvoir. Et à un certain moment, elles n'auraient plus ni le talent, ni les qualités qu'elles avaient au départ. Parce que ces intérêts sordides vont les détourner de ces voies-là. Donc moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Et j'estime d'ailleurs que pour qu'on ait une société véritablement plus stable, au-delà de la stabilité apparente et la stabilité médiocre qui est la nôtre, nous sommes bien stables, mais nous ne sommes pas stables de manière à prendre en charge de façon satisfaisante les aspirations et les ambitions de la plupart de nos citoyens, qu'on ait des sociétés qui fonctionnent sur une autre base que celle-là. Voilà, vous dites, professeur le docteur Ronan Guinée, qu'un intellectuel doit exercer une fonction critique vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Une fonction critique qui l'expose bien évidemment à d'éventuels démêlés. Et que pensez-vous donc de ces intellectuels qui ont décidé de marcher avec le pouvoir? D'abord parce qu'en gros, s'il peut y avoir des intellectuels de pouvoir, tous ceux qui sont au pouvoir et qui font fonction d'intellectuels de pouvoir n'en sont pas. N'en sont pas. Même l'intellectuel de pouvoir a une ligne critique. Il met simplement son esprit critique au service d'une orientation politique. Mais quand il estime que cette orientation politique n'est pas suivie de manière sérieuse et crédible par le groupe politique auquel il appartient, il le signale, et il le signale publiquement, en prenant position, en s'exprimant oralement par des déclarations publiques, en faisant des éditoriaux ou des chroniques, en écrivant même des essais pour critiquer le fonctionnement réel qui correspond à la gestion du groupe politique auquel il appartient. C'est ça un intellectuel même de pouvoir. Il critique et puis ensuite il dit à ses amis politiques: j'ai fait les critiques, voici donc les solutions qui peuvent permettre de corriger ce qui m'apparaît comme ne fonctionnant pas dans le cadre de notre gestion politique. Ceux qui tiennent lieu d'intellectuels de pouvoir, en fait, ne sont pas des intellectuels. Vous les appelez ce courtisans sont des lettrés. clercs. Oui. Je ne dirais pas les courtisans parce que c'est désobligeant. Ce sont des clercs. Le clerc, c'est quoi? Le clerc, dans les ordres politiques et sociaux du Moyen-Âge en Occident, c'est quelqu'un qui met son intelligence, son savoir, ou ce qu'on va appeler beaucoup plus tard, disons 19e, 20e siècle, son expertise, au service d'un pouvoir. Ça veut dire qu'il est là pour légitimer le pouvoir, rendre ce pouvoir acceptable. Il peut avoir des compétences intellectuelles, il peut avoir des aptitudes intellectuelles, mais sa manière d'agir fait qu'il n'est pas un intellectuel. Il ne faut donc pas confondre le clerc, celui qui fait partie de la cléricature, parce que clerc, ça renvoie à la fois à cléricature et à clergé. Il ne faut pas confondre le clerc avec l'intellectuel. L'intellectuel peut avoir toutes les sensibilités. Il peut être conservateur, réactionnaire même, il peut être réformiste, il peut être libéral, il peut être radical, il peut être révolutionnaire. Mais il a toujours
la fonction critique quand il examine la réalité. Voilà, docteur Wona, vous pensez que c'est faisable chez nous, dans notre société? Si vous estimez que ce n'est pas faisable chez nous, ça veut dire que chez nous, les conditions de la liberté, les conditions culturelles de la liberté, les conditions morales de la liberté n'existent pas. La liberté ne peut pas exister là où il n'existe pas l'acceptation de l'esprit critique, c'est-à-dire de la capacité à aller à contre-courant de ce que sont les idées dominantes. Maintenant, on peut tout à fait réguler cet esprit critique, mais on ne peut pas complètement le supprimer. Quand on le supprime, on est donc dans une société qui est complètement dogmatique, et le dogmatisme, en fait, c'est l'esprit des sociétés répressives, pour ne pas dire dictatoriales. Voilà. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature, mais c'est une dictature libérale. Parce qu'il y a des dictatures de différents types. Il y a des dictatures libérales, c'est-à-dire des ordres sociaux qui sont en évolution. Il y a déjà un certain nombre d'éléments de la liberté au Cameroun. On peut être critique du système camerounais, on peut même être critique du régime camerounais et voir qu'il y a des éléments de cette liberté. Mais pour construire un système démocratique, la liberté ne suffit pas. Il faut encore qu'on apporte un système de garantie de cette liberté pour que cette liberté puisse fonctionner au profit de tous les acteurs de la société. Il faut encore que dans ce système de liberté, ceux qui jouent le rôle de régulateur, d'arbitre, se soumettent lui-même aux règles. Ça veut dire que l'arbitre central qui conduit le match, il va arbitrer en fonction d'un code de jeu qui est arrêté et connu d'avance. Ça veut dire donc qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'état de droit. Et cet état de droit-là est alimenté donc par des valeurs de liberté. Ensuite, il est important également qu'à la liberté, à cette auto-limitation par le droit, on ajoute de la solidarité. Une solidarité qui est double, une solidarité qui vient des individus, des personnes et des groupes sociaux, mais une solidarité qui est également institutionnalisée, de telle manière que dans un certain nombre de situations, ce soit les institutions publiques qui prennent en charge un certain nombre de questions pour en fait protéger les plus faibles. Voilà. Bon, voilà, docteur Wonangini, une question, c'est depuis, vous êtes docteur, qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi vous n'êtes pas passé à l'étape supérieure depuis plus de 16 ans? C'est une affaire, je crois que c'est le destin. C'est le destin? Oui, je pense que c'est une affaire de destin. En fait, il me semble de plus en plus qu'il y a des forces qui me demandent d'aller autre part et que je ne veux pas écouter. Et comme j'insiste pour être là où je suis, ces forces me disent ce n'est pas là ta route. Mais pour arriver sur l'autre route, je dois passer par cette route-là. C'est comme ça que je vous le dirai de manière énigmatique. Concrètement, il y a dans le système universitaire différentes manières d'évoluer. On peut prendre ce qu'on appelle la voie longue, on peut prendre la voie des concours d'agrégation. Donc, on peut, dans une logique qui est éthique, même changer de voie. Sauf que notre système camerounais est un système où les gens utilisent la logique des passages de grade pour fermer la voie à ceux qu'ils n'aiment pas ou ceux qu'ils considèrent comme étant des rivaux potentiellement dangereux pour le futur et peuvent, dans une certaine mesure, promouvoir d'autres parce qu'ils estiment que ceux-là sont plus malléables ou plus conformes. Je pense que pour ne pas rentrer beaucoup plus loin dans ça, il y a de cela. Mais je crois que c'est au bout de la course qu'on jugera. Parce qu'au Cameroun, les gens fétichisent un peu trop les grades. Moi, le seul problème que moi ça me pose, c'est peut-être ce qui a trait aux directions de travaux. C'est peut-être pour cela, par exemple, que un jour ou l'autre, je pourrais faire un dossier de changement de grade, par exemple en prenant la voie longue. Parce que j'ai eu beaucoup de malheur dans l'autre voie, manifestement, avec une main noire qui intervient pour m'empêcher d'avancer. Je ne peux pas vous raconter toutes mes mésaventures. Cette main noire est identifiée? Je pense qu'elle est identifiée, mais je ne serai pas plus long. Il y a une main noire qui s'est organisée pour m'empêcher de passer
au rang magistral par la voie que j'avais choisie. Maintenant, je crois que c'est une leçon de la vie. Ça m'a permis d'être plus fort et ça m'a permis d'être 2 fois et 3 fois plus intelligent. Ce que je savais, ce que je voyais du monde avant de faire cette expérience, ce n'est pas ce que je vois maintenant. Maintenant, je vois le monde de tous les côtés. Et j'ai enrichi le premier registre de la connaissance que j'avais de 2 autres registres. Je crois donc que de toutes les expériences, il faut tirer le côté le plus positif. Et ne vous ennuyez pas. Souvent, il y a des parcours assez bizarres dans l'histoire de la pensée et l'histoire de l'intellect et de la culture. Je vais vous prendre quelques exemples. Karl Marx, qui a été un grand philosophe, un grand économiste et même un sociologue avant la lettre, oui, a eu un doctorat de philosophie à 23 ans. Karl Marx n'a jamais pu devenir professeur dans une université allemande de son temps. Mais Karl Marx est certainement l'intellectuel allemand qui a laissé la plus grande marque dans l'histoire que beaucoup de professeurs ayant occupé des chaires dans les universités allemandes n'ont pas pu atteindre. Ça, c'est un premier exemple. Karl Marx a vécu de 1818 à 1883. Je vous prends un autre exemple, cette fois-là celle d'un sociologue français qui s'appelle Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu est né dans les années 30, je pense en 31, et il est mort en 2002. Pierre Bourdieu est considéré, avec certains autres, comme l'un des plus grands sociologues français. Pierre Bourdieu, en fait, a enseigné au Collège de France, alors que Pierre Bourdieu, au niveau universitaire, n'a jamais pu soutenir son doctorat d'État. Non pas parce qu'il n'en était pas capable intellectuellement, mais parce qu'il avait commencé à préparer sa thèse de doctorat d'État, qui est en fait le summum, le sommet pour tout universitaire en sciences sociales, dans le domaine des lettres et sciences humaines. Et comme il travaillait avec Raymond Aron, ils se sont brouillés. Raymond Aron étant plutôt de droite et Pierre Bourdieu étant plutôt de gauche. Et Pierre Bourdieu a décidé de ne même plus faire son doctorat d'État. Or, beaucoup des gens de la génération de Bourdieu qui ont eu des doctorats d'État sont devenus des maîtres d'université, sont aujourd'hui de purs inconnus. Alors que Bourdieu a marqué non seulement la sociologie française, mais la sociologie dans beaucoup de pays du Nord, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre et même en Afrique. Donc, je crois, si Dieu nous prête vie, qu'il y a d'autres voies que la voie de la simple carrière pour la carrière. Il y a la voie simplement du travail, il y a la voie des orientations et de ce que son travail produit. Je n'en dirai pas plus parce que c'est une question qui est complexe. Mais je pense que l'histoire réparera les injustices qui m'ont été faites. Ok. Docteur Wonanguine, vous dites que vous êtes un stratège, un organisateur, un penseur, et que vous n'êtes pas formaté pour être un homme patrimonial de bureau. Oui, d'une certaine manière, ça dépend de ce qu'on veut dire par là. Moi, je n'ai pas, par orientation personnelle, le goût de la carrière pour la carrière. Voilà. Si je devais même faire carrière, ce serait sur la base d'un certain nombre de principes, de valeurs et d'un certain nombre de règles qui sont liées à des savoir-faire. Ça veut dire que je n'accepterai pas n'importe quoi parce que je veux faire carrière, parce que je veux comme un homme. Et l'un des drames de nos pays d'Afrique, c'est qu'on a sacrifié une grande partie de notre intellectualité et de notre intelligence en soumettant les gens à ces logiques de carrière où pour progresser, ils doivent se nier et doivent en particulier piétiner leur intelligence. C'est l'une des raisons pour lesquelles les pays africains, de manière collective, piétinent dans la hiérarchie du monde actuel. Aucune société ne peut avancer, ne peut se développer, ne peut s'émanciper, ne peut
se faire respecter si elle piétine les différentes formes de talent et surtout l'intelligence. L'intelligence est la principale ressource de l'homme et l'homme, notre espèce, je le dis souvent aux étudiants, s'appelle Homo sapiens sapiens. Ça veut dire que notre espèce, sa spécificité, c'est celle d'avoir cultivé l'intelligence dans son adaptation au monde. Le pouvoir de l'homme, c'est donc le pouvoir de son intelligence à examiner les choses et à faire les bons choix concrets dans la gestion de ces choses. Donc, moi, je ne suis pas dans cette logique. Je ne peux m'associer à une logique politico-administrative que là où je saurais que les exigences d'un État sérieux sont remplies. Pas où je serais victime de chantage, d'intimidation, de pression pour faire des choses qui sont contraires aux règles qui sont posées. Et là, il n'y a pas de négociation possible. Si ce n'est pas comme ça, autant que je ne suis pas là, on peut vivre sans être. Il y a plusieurs manières de s'épanouir et de s'exprimer. L'un de nos grands malheurs aussi, c'est que les gens croient que pour s'épanouir, on a nécessairement besoin d'être président, d'être ministre, d'être ceci, cela, directeur général. Non, on peut s'épanouir de tous les points de vue. Et une société qui crée l'espace pour que les gens s'épanouissent dans différentes activités, c'est une société qui est équilibrée, c'est une société qui, parce qu'elle fournit une diversité de lieux d'épanouissement, s'ouvre les voies de mieux figurer dans le monde, de développer ses capacités économiques, de développer ses capacités de faire que ses ressortissants puissent prendre en charge leurs obligations sociales, pouvoir se nourrir, pouvoir se soigner, pouvoir envoyer ses enfants se former, pouvoir travailler. Moi, je pense que c'est ce qui est essentiel. Et l'un des grands drames, particulièrement du deuxième régime camerounais, c'est qu'il avait le capital humain pour dessiner et matérialiser une autre trajectoire pour le Cameroun. Mais précisément parce que ceux qui l'ont conduit ont privilégié d'autres objectifs, aujourd'hui le Cameroun se trouve dans une impasse. Cela n'apparaît pas dans un certain nombre de discours, mais en réalité le Cameroun d'aujourd'hui est dans une impasse. C'est un pays qui ne sait pas utiliser ses capacités, avec une autre orientation et même le même potentiel élitaire. Vous pouvez faire du Cameroun en 15 ans, 20 ans, 25 ans, un pays développé. Je dis bien développé, je ne dis pas comme on dit dans les discours à la mode en Afrique, émergent. J'ai bien dit développé et surtout émancipé. Sauf que la seule contrainte qu'il y a dans le temps historique qui est le nôtre, c'est qu'aucun pays d'Afrique noire, aucun, ne peut se développer en dehors d'une démarche panafricaine. Tant que nos élites, et particulièrement nos élites politiques, feront les malins, l'Afrique vivra toujours dans la période actuelle qui est globalement une période de désastre pour elle. Qu'est-ce qu'il faut donc faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le discours qu'il faut tenir à ces politiques pour qu'ils... ils veulent tenir tous les discours, que vos discours soient sensés ou pas sensés. Si les gens ne veulent pas écouter, ils n'écoutent pas. Bon, mais maintenant, s'ils ne veulent pas écouter, ce n'est pas non plus pour cela que vous n'allez pas dire ce que vous pensez. Moi, je pense que les leaders africains doivent comprendre que ce n'est pas ailleurs que se trouvent les solutions de l'Afrique. Et je crois que, de toutes les manières, même ceux qui sont les moins futés et les moins affûtés comprennent que, en fait, les ressources sont dans les sociétés. Sauf que comme ils tiennent à leur joujou de pouvoir, ils préfèrent stériliser et immobiliser les sociétés pour rester au pouvoir et avoir les privilèges de pouvoir, plutôt que miser sur l'avancement de la société, plutôt que miser sur le travail d'avancement de la société qui pourrait être fait à partir d'une utilisation appropriée des capacités et des compétences de tous. Or, c'est ça l'enjeu décisif pour les pays africains. Ce n'est pas de rester 40 ans au pouvoir, d'être 30 ans, 50 ans ministre. C'est de créer un système où, sans que ce soit le paradis, il y ait un certain nombre de possibilités d'épanouissement qui soient offertes au plus grand nombre. Il est évident
qu'on ne sera jamais dans un équilibre où tout le monde aura les mêmes capacités. Mais si les gens ont un certain confort, je crois que les choses peuvent avancer. Docteur Onanguini, est-ce que lorsque le comité national de lutte contre l'inertie que pilotait Joseph-Marie Elundou et Mbok Basson décide de faire de vous le champion pour 2011, est-ce que ce n'était pas là une occasion de faire valoir vos idées de manière... Pourquoi vous avez refusé? Sauf que moi, je ne fais pas de la politique, ou alors, pour l'instant, je ne fais pas de la politique. Pour l'instant? Je dis au moins pour l'instant, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je ne fais pas de la politique, ça c'est d'un. De deux, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas jouer des jeux trafiqués. Je ne peux pas entrer dans un jeu faussé. Je ne peux entrer que dans un jeu sain. Bon, si le jeu ne peut pas être sain et que je veux le jouer, je serai aussi obligé de le jouer d'une manière qui n'est pas saine. Si je ne veux donc pas jouer d'une manière malsaine, je préfère être en dehors de tout cela. C'est bien de dire qu'on est candidat. Mais c'est mieux de dire qu'on est candidat dans un système institutionnel qui est crédible. Et la crédibilité, elle ne se décrète pas. La crédibilité ne se déclare pas. La crédibilité, elle se constate à travers les actes qui sont posés. Vous avez vu dans quelles conditions la dernière élection présidentielle s'est déroulée. Et vous avez vu que pour l'essentiel, ça a consisté à distribuer des 0,0 à la plupart des candidats. Un tel système n'est pas... J'allais justement demander, docteur Onanguini, c'est ça qui vous a fait peur? Non, ensuite n'oubliez pas que, en plus d'être de manière générale un intellectuel, je suis un universitaire et spécialiste d'une science particulière qui s'appelle la science politique. La science politique, c'est le savoir généralement universitaire, mais pas totalement, qui étudie les conditions dans lesquelles on conquiert le pouvoir, on l'occupe, ou les conditions dans lesquelles on essaie de le conquérir, et enfin les conditions dans lesquelles on l'exerce, on le gère. Pour envisager une telle logique, ça ne se fait pas sur la base de simples propos. C'est une démarche articulée, structurée, qui suppose un certain nombre de moyens. Bon, moi je veux bien être candidat, mais je ne peux pas être candidat du vide. Il faut d'abord avoir au préalable structuré un groupe politique. Il faut disposer d'un certain nombre de connexions avec des groupes sociaux qui sont significatifs pour pouvoir au moins peser sur l'issue de l'élection, à défaut de la gagner. Il faut disposer d'une combinaison appropriée de ressources parce que l'appareil politique combine différents éléments. Il vous faut des gens qui ont du caractère, c'est-à-dire qui ont la prédisposition à commander. Mais en plus d'avoir cette prédisposition à commander, ils doivent être bien formés, comprendre quelques règles pour savoir comment commander. Il vous faut des gens qui sont capables de mobiliser, d'attirer l'attention, de vous gagner des soutiens, qui sont donc capables de construire des réseaux de soutien et de support. Il vous faut des gens qui sont des penseurs. Parce que tout en étant une activité pratique, la politique se fait aussi sur la base du discours. Et dans le discours sont véhiculées des visions. Et avec les visions viennent des valeurs. Il faut donc des gens qui aient la capacité poétique de susciter le rêve et l'émotion. Mais en même temps, il vous faudrait également des gens qui viennent contrôler le potentiel de rêve et d'émotion pour qu'il ne soit pas purement irréaliste. Il vous faut donc maintenant des experts, des gens qui connaissent un certain nombre de données, point par point. Il vous faut ensuite des stratèges, c'est-à-dire des gens qui vont organiser, planifier, programmer la mise en route de cette démarche d'accession au pouvoir. En l'occurrence, moi je ne la voyais pas, et puis il faut surtout une analyse des rapports de force dans un jeu faussé. Si le SDF, par exemple, vous propose d'être... Oui, mais ça c'est un rêve en couleur. Comment ça ça dit que c'est une hypothèse purement fictive. À quel titre
une formation comme le Social Democratic Front m'aurait proposé, par exemple, comme candidat, moi qui n'y ai jamais milité, qui n'y ai jamais figuré au titre de cadre du parti, qui n'est pas été un membre de l'organisation. Oui. Je ne vois pas à quel titre, dans la politique également, il y a des formes de solidarité qui sont liées au partage d'un certain nombre d'expériences. Il n'est pas évident qu'un parachuté puisse bénéficier de l'adhésion de l'ensemble de l'appareil simplement parce qu'on lui prête telle ou telle autre qualité. Donc tout cela se construit. Mais, qui sait? Qui vivra verra. Voilà. Bon, docteur Onanguini, on va parcourir quelques sujets, j'ai appelé ça sujet polémique. François Bozizé est toujours au Cameroun. Oui. Et Michel Dotodia n'est pas reçu par Paul Biya lorsqu'il faisait sa tournée en Afrique centrale. Le président Biya a-t-il choisi définitivement son camp? Je ne sais pas si le président Biya, c'est à lui que vous devrez poser la question. Il faut qu'il vous reçoive pour que vous lui posiez la question. Mais vous êtes un analyste. Il aurait la latitude de vous répondre. Quand vous analysez. J'espère que vous aurez cette chance. Oui, merci beaucoup. Cela dit, je crois que l'attitude du président Biya est commandée par un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est sa propre évolution. Le président Biya est arrivé au pouvoir par un mécanisme institutionnel. Ça veut dire que de toutes les manières, il n'y est pas arrivé par un scénario ouvert de force. Oui. Ce n'est pas un coup de force avec des éléments physiques, ce n'est pas un coup d'État militaire. Donc, quand il voit le portrait d'un dirigeant d'État, c'est quelqu'un qui est arrivé par des mécanismes institutionnels, qu'on soit en situation de monopole ou en situation de pluralisme. Donc, il ne peut que se méfier des scénarios où le leader central, le chef d'État d'un pays, arrive par la force. Ça, c'est d'un. De deux, ce chef d'État arrivé par la force est situé dans le pourtour, c'est-à-dire dans le voisinage immédiat du Cameroun. Or, on sait qu'il y a des effets de contagion politique qui peuvent éventuellement, j'ai bien dit éventuellement, pas nécessairement, intervenir du fait du voisinage. Ça veut dire que dans une sous-région, quand on prend les différentes configurations des sous-régions en Afrique, Afrique occidentale, Afrique centrale, Afrique australe et autres, quand une crise commence dans un pays et puis qu'il y a d'autres pays en crise, il peut y avoir un effet de diffusion. Or, on sait que malgré sa relative réussite, très relative d'ailleurs, mais relative aussi, réussite économique, le Tchad a toujours des fragilités au niveau de sa sécurité. Le Tchad a des fragilités stratégiques. La déstabilisation de la Centrafrique et celle du Tchad au voisinage du Cameroun, compte tenu maintenant des propres évolutions politiques internes du Cameroun, ça peut être quelque chose qui n'est pas bien. Ensuite, il se peut que l'ancien président centrafricain, le président Bozizé, qui a été renversé par Michel Dotodia, qui aujourd'hui est devenu le président transitoire de la République centrafricaine, ait pu communiquer certaines informations au président Biya sur ce que lui considère comme la signification de ce processus et que peut-être ces informations-là peuvent également avoir trait à la position même du Cameroun et du président Biya lui-même. Et quand on voit le déploiement de la coalition Seleka, si elle s'est essentiellement exercée sur le territoire de la République centrafricaine, il y a eu quelques escarmouches aux frontières avec le Cameroun et il y a eu des incidents où des éléments de la coalition Seleka sont entrés en territoire camerounais, ont même eu à neutraliser des éléments de nos forces de l'ordre. D'ailleurs, on ne sait toujours pas, puisque personne ne nous dit ce qu'est devenu cet élément de nos forces de l'ordre qui a été capturé par ces rebelles centrafricains. Et ils ont eu des affrontements avec l'une de nos unités, les forces spéciales que constitue le BIR. Je pense que c'est toutes ces raisons qui expliquent la prudence du président Biya dans la gestion de ce dossier et le fait que notamment il adopte une posture qu'il n'adopte pas nécessairement habituellement. Celle par exemple de laisser un président déchu qui a été accueilli au Cameroun dans une perspective de transit humanitaire s'installer et utiliser le territoire camerounais pour exprimer sa vision politique de la situation.
On a peur qu'une rébellion peut partir d'ici. Peut-être pas partir d'ici, mais arriver ici. Parce que généralement, la configuration des rébellions, compte tenu de la structure même de nos États, fait qu'une rébellion a plus de chances d'être incisive quand elle peut se replier dans un autre pays. Parce qu'une rébellion est constituée sur une base militaire qui est moins importante a priori que les forces qui sont disponibles pour un État. Donc, dans un rapport militaire classique, la rébellion ne peut pas, parce qu'elle n'a ni les moyens, ni généralement la formation. Qu'est-ce qu'elle utilise? Elle utilise alors ce qu'on appelle les tactiques de guérilla pour essayer progressivement de casser l'assurance et la stabilité du système étatique. C'est comme ça que les guérillas fonctionnent. Il leur faut donc un espace de repli. Et généralement, les guérillas se replient dans les pays voisins. Soit parce qu'elles bénéficient